Wesh les gens, c'est Revive. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle review du chapitre 98 de Jojo Lion. Encore une fois très attendu, et qui nous promet un combat imminent entre Mamezuku et notre cher Satoru. Pour ce qui est de la cover, elle est réellement sublime, avec encore une fois une très belle ref artistique. En l'occurrence, un album de Led Zeppelin, qui s'appelle d'ailleurs Coda. De là à dire que tout est lié, il n'y a qu'un pas. Pour ce qui est de la vidéo, on retrouve le schéma habituel, mais j'ai quelques petites annonces à faire en intro. Donc étant donné que je ne sais pas pourquoi le chapitrage ne marche pas chez moi, je vous invite à vous rendre au timecode affiché si vous voulez directement voir une partie de la vidéo en particulier. Pour les annonces donc, la première, c'est que Stairway to VF a traduit tous les chapitres récents jusqu'au 98. Ils sont tous disponibles. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants sur cette chaîne qui auraient rattrapé Jojo Lion grâce à cette traduction. La traduction est peut-être pas parfaite, mais ça permet de mieux comprendre les grandes lignes, et les images de cette vidéo proviendront directement de cette trad. C'est plus agréable à lire pour vous, j'imagine. Sinon, le tome 18 de Jojo Lion arrivera le 7 octobre avec une belle cover, donc la cover existait déjà, mais la version française est vraiment stylée je trouve. Quant au 17, pour rappel, il arrivera le 1er juillet. Toujours infernal ce rythme, mais il va y avoir de nouveaux tomes, donc ça fait toujours plaisir. Et enfin, j'ai tellement aimé la cover du tome 23 que je l'ai acheté. Et franchement, je ne regrette pas. Il y a plein de chapitres incroyables dans ce tome et il est vraiment sublime. Je l'ai commandé chez la librairie parisienne Junku si ça vous intéresse. D'ailleurs, la cover du tome 24 sera révélée le mois prochain, j'ai hâte de voir ça, et j'aimerais beaucoup voir un petit Satoru, oh, ça ferait ultra plaisir. Sur ce, assez blablaté, il est temps de résumer ce chapitre. Le chapitre reprend directement là où le 97 nous avait laissé, à savoir la confrontation imminente entre Mamezuku et notre cher Satoru. Satoru se dirige vers le labo de Wu Tomoki, où l'attend toujours Josuke, qui est toujours dans la même position depuis maintenant 6 chapitres. En y allant, le Head Doctor se déplace de façon étrange, comme on avait pu le voir chez les Higashikata. En effet, pour lui, les murs ne sont pas une menace, et il a l'air plutôt adepte du déplacement instantané, sûrement un fan de DB. Mamezuku va courir en direction du labo pour retrouver Josuke avant que ça ne soit trop tard. Après une course-poursuite effrénée, il le retrouve, encore assis. On passe rapidement sur Toru, qui sort une phrase digne des méchants de Jojo. Même si j'étais un saint qui ne commet aucune erreur, il est inévitable que de mauvaises choses se produisent. C'est la calamité. Il dit ensuite de manière assez désintéressée qu'il doit aller chercher le Rokakaka. Je reviendrai là-dessus dans la review, c'est assez intéressant. Du côté de nos protagonistes, Mamezuku va s'énerver sur Josuke en lui demandant s'il sait comment son stand fonctionne. Est-il inconscient? Satoru est pourtant sur le point d'arriver. Il répétera que le Head Doctor est lui-même le stand, et qu'il est automatique. Josuke, serein, lui répond que oui. Il sait quel est le pouvoir de ce stand, et qu'il est bien déterminé à en venir à bout ici même. Satoru arrive, et Mamezuku dira que si Josuke s'éloigne ne serait-ce que d'1 centimètre de cette chaise, la calamité se déclenchera, mais ce dernier reste impassible. Il possède Soft and Wet, des alliés de poids et une détermination en béton. Il existe un moyen de le vaincre. Toujours est-il que pendant que nos deux compères parlent, Satoru se rapproche dangereusement. On peut d'ailleurs voir que sa tête est remplacée par le visage d'Endless Calamity, montrant bien qu'il est un stand. Enfin, pas totalement, encore une fois, on aura l'occasion d'en parler. Josuke, le voyant approcher, fait léviter des bulles et Toru remarquera qu'il se passe quelque chose d'étrange dans ce laboratoire. Pendant qu'on est du côté de Toru, Yasuo va remarquer que la présence derrière les feuillages a disparu. Et tout à coup, apparaissant alors derrière Yasuo, le pot de Rokakaka à la main, l'homme de la situation arrive. En chair et en os, j'ai nommé Joshu Higashikata. Il est déterminé à aider et sauver son amour de toujours, Yasuo. Et on n'a même pas le temps de voir ce qui va se passer, qu'on repart directement sur Josuke et les autres. Bordel que le rythme de ces chapitres est intense. Satoru reprend son visage humain et se demande qui de nos deux héros sera le premier à oser le poursuivre. Mais il faut préciser qu'il inclut dans l'équation les bulles de Josuke, ce qui fait 3 entités qui peuvent lui nuire, comme si Josuke lui-même avait autre chose sous la main. Le Head Doctor annonce qu'il a bien compris qu'ils veulent faire en sorte que ce soit lui qui les poursuive, et qu'il y a une atmosphère étrange dans cette salle, comme s'il y avait quelque chose sur laquelle il ne devait pas marcher. Puis il va balancer une phrase sur un ton grave. Le moment d'un long périple durant lequel les gens sont le plus à même d'être confrontés à un accident, c'est lorsqu'ils rentrent chez eux. Ce long périple est terminé. Je me suis emparé du nouveau Rokakaka, et vous et moi allons bientôt rentrer chez nous. Quoi que ça veuille dire, c'est foutrement stylé. Et cette case me fait vraiment kiffer. Il va ensuite dire qu'il essaiera qu'aucune calamité n'interfère avec ce retour,
et sortir un étrange film duquel commenceront à sortir des pattes d'insectes. Mamezuku réagit à ça en disant à Josuke qu'il s'agit d'un être vivant, ce que confirmera Satoru, ayant d'ailleurs repris sa tête de stand. La créature va prendre une forme très étrange, et se rapprocher dangereusement de Josuke. Ce dernier sort soft and wet, et la repousse à coups de Ura. Satoru balance à Josuke que ce qu'il vient de faire, cela s'appelle une poursuite. Décidément, ce mot a l'air d'avoir un sens que l'on ne connaît pas parfaitement. Il va ensuite révéler qu'il s'agit d'un insecte rocher nommé Di-Du-Du-Du-Di-Da-Da-Da, putain, et qu'il va devoir s'en occuper. Josuke, toujours avec son ton impassif, lui dit que toutes ses attaques servent à les exposer, non? Et s'il possède le nouveau Lokakaka, tout ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Satoru reste de marbre, et Mamezuku le remarque bien. Il le nargue en lui disant qu'étrangement, il ne sait pas quoi répondre. Serait-il parce qu'il n'a toujours pas réussi à mettre la main sur le fruit? Et c'est ainsi que s'achève ce chapitre. Il est maintenant temps de décortiquer tout ça. Malgré son intensité et ses moments assez ouf, c'est encore une fois un chapitre extrêmement flou. Mais genre vraiment, je suis perdu comme jamais. On va revenir sur tout ça dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Bon déjà, on va parler encore une fois du sujet qui déchaîne les passions à chaque fois, et ce chapitre n'accepte pas la règle, à savoir Satoru et Toru. Ah là là, ces personnages nous retournent le cerveau depuis très longtemps, et à chaque fois qu'on pense tenir quelque chose, tout ça est démoli dans le chapitre suivant. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir ma précédente review, car je parle de certaines théories intéressantes à propos de ces deux personnages, et vous pourrez suivre plus facilement cette vidéo. Alors, je vais revenir sur Toru pour commencer, qu'on ne voit d'ailleurs pas tant que ça dans ce chapitre. Déjà, ce chapitre confirme qu'Endless Calamity, nom temporaire que je donne au stand de la cage d'escalier pour rappel, appartient bel et bien à Toru. Le doute n'est réellement plus possible. Que cela soit esthétiquement parlant, ou grâce aux nombreux plans montrant que Toru sait ce qu'il se passe à l'hôpital. Bien sûr, je reviendrai sur ce qu'est réellement Endless Calamity, mais pour l'instant, restons sur Toru. Est-ce qu'il s'agit de l'antagoniste principal? Encore une fois, c'est possible. Il possède le stand qui attaque nos protagonistes depuis des dizaines de chapitres, et qui est bien parti pour conclure cette 8ème partie. Cependant, j'ai trouvé qu'il avait l'air comme désintéressé de ce qu'il fait, avec des mots du type « Enfin, j'imagine que je vais devoir aller le chercher ». Comme si ce qu'il faisait le saoulait, comme s'il devait le faire pour quelqu'un. C'est pour ça que j'ai encore des doutes sur ce fait, et s'il l'est vraiment, il faudra réellement développer ses motivations. Mais on a peut-être un début de quelque chose avec sa phrase qui dit que même s'il était un saint, il était inévitable que de mauvaises choses se produisent. Cela signifie sûrement que le sacrifice de Yasuo, femme avec laquelle il a passé de nombreuses années, est nécessaire pour accomplir son objectif. Visiblement, il a des motivations solides. On en saura très probablement plus dans le prochain chapitre, du moins je l'espère grandement. Mais s'il était le sbire de quelqu'un, qui serait-ce? Peut-être un nouveau personnage? Ou Satoru? Bon, rassurez-vous, tout va bien se passer, on va parler de lui, qui est, tout comme dans le précédent chapitre, totalement au centre de l'histoire. C'est répété de nombreuses fois et confirmé par les personnages eux-mêmes, il s'agit d'un stand, celui de Toru. Malgré tout, je me répète mais selon moi c'est plus que ça, et j'en suis convaincu. Encore une fois, Satoru est un médecin reconnu, qui participe à des opérations chirurgicales depuis de nombreuses années. On est d'accord. Un simple stand ne serait pas capable de faire ça. À ce propos, il y a de très nombreuses théories que je n'exposerai pas toutes ici, mais j'ai l'impression que personne n'est d'accord, et c'est normal, seul Araki sait où il va, et nous troll constamment en balançant des fausses pistes. Mais toujours est-il que c'est tout de même étrange qu'un simple stand soit doté de motivations si grandes, ainsi que d'une conscience et d'une volonté propre. On en a eu des stands dotés d'une volonté propre ou de parole, comme Surface ou Whitesnake, mais ils étaient quand même à l'écoute de leur manière, et en accord avec eux. Peut-être qu'il sera révélé que Toru possède au final les mêmes ambitions que Satoru, et dans ce cas le stand reflète la pensée de son manière, c'est pas impossible. Mais ça n'expliquerait en rien pourquoi et comment ce stand a réussi à être un médecin en chef reconnu, donnant des conférences devant des centaines de personnes. L'explication finira bien par arriver, j'en suis sûr. Peut-être que Satoru est bel et bien depuis le début un stand automatique que Toru manie depuis des années, l'aidant à atteindre son objectif, et que ce dernier s'avérera peut-être être en réalité un homme rocher très vieux. De plus, il est possible que Toru ait des connaissances en médecine, ce qui expliquerait ses opérations. Mais voilà, tout le monde est paumé, réellement. Comme quoi, seul l'auteur maîtrise son œuvre, et c'est normal. C'est pourquoi je ne théoriserai pas plus dans cette review à propos de ces deux personnages. Je laisse le récit me porter vers la vérité, et croyez-moi, j'ai hâte de la découvrir. Je sais que vous êtes déçus. Allez, j'ai menti. Je vais quand même vous faire part de ma théorie, car je l'aime plutôt bien. La voici. Ce qui est certain, c'est que le stand en lui-même est assez étrange.
Il possède plusieurs formes et peut passer à travers des objets, passer du 2D à la 3D, etc. Parce que oui, n'oubliez pas qu'on a vu Endless Calamity sous sa forme entière, alors que Josuke et les autres poursuivaient le Head Doctor. Ce sont donc deux entités différentes. Peut-être que Satoru est possédé par moments par Endless Calamity, et que Toru en a du moins partiellement le contrôle lors de ces moments. En dehors de ça, il est le médecin reconnu qui possède ses motivations, et qui n'a peut-être pas de stand, ou un autre. Il s'est alors peut-être allié avec Toru, ce qui expliquerait pourquoi ce dernier a l'air d'être un subalterne, comme je l'ai dit précédemment. Cette alliance lui permettrait d'avoir des capacités surhumaines grâce au stand de Toru, et donc recevoir une aide pour son objectif d'immortalité. Pour résumer, Satoru serait encore une fois bel et bien le méchant, un être humain, mais allié avec Toru et son stand capable d'entrer dans le corps d'un être humain tel Diver Dawn, et balancer des calamités, etc. Je sais que je force avec cette idée comme quoi Satoru serait l'anta principal, mais vraiment, je trouve que son charisme est à des années-lumière de Toru, et j'adore vraiment ce perso. C'est vrai quoi, il dégage quelque chose d'unique, fait peur, et balance des phrases intrigantes et pleines de sens, dignes des plus grands méchants de ce manga. En plus de ça, il se paye le luxe d'avoir des motivations vraiment stylées. Voilà, c'est tout pour ces deux persos, retenez juste que selon moi, Satoru est plus qu'un stand. Quoi que ça veut dire, hein, mais c'est plus qu'un stand. Sinon, pour ce qui est du pouvoir d'Endless Calamity, ça reste assez peu clair. Visiblement, poursuivre autre chose permettrait quand même un déclenchement. Ou alors je n'ai pas bien compris le passage avec l'insecte rocher. À propos de sa manière de se déplacer, j'en vois pas mal qui trouvent ça étrange. Mais n'oublions pas que, même si ma théorie s'avère vraie, il s'agit tout de même d'un stand. Entité qui, on l'a vu à de multiples reprises lors des différentes parties, peut traverser les murs ou rétrécir à sa guise. Changer de plan par exemple n'est donc pas spécialement bizarre dans l'univers de JoJo's Bizarre Adventure pour un stand. Bon, assez parlé de tout ça, je vais maintenant revenir sur un événement plus clair et très intéressant, à savoir la confrontation de Josuke et Mamezuku versus Satoru. Déjà, le plan de Josuke est petit à petit révélé, avec quelques indices. C'est en rapport avec la pièce dans laquelle il se trouve. On ne sait pas précisément ce qu'il fait dedans, mais toujours est-il que Satoru et Toru remarqueront que c'est étrange, et Josuke est absolument sûr de lui. D'ailleurs, ce dernier dégage vraiment une aura exceptionnelle et certaine. Quelle évolution de personnage depuis le début n'empêche. J'adore réellement Josuke 8, et ça fait plaisir de le revoir actif. Également, il ne bouge pas de sa foutue chaise, comme s'il en était contraint. Est-ce que cela fait-il partie de son plan, ou est-ce un déclencheur de calamité qu'il doit éviter, étant donné que Mamezuku lui dit bien de ne pas bouger? C'est vraiment étrange ça d'ailleurs. En quoi bouger de cette chaise serait dangereux? Mamezuku a l'air de savoir quelque chose sur Satoru, tout comme Josuke affirme qu'il sait comment le vaincre. Power-up grâce au Rokakaka? Coup de génie? Ou même retour de la rotation avec cette phrase étrange? On en saura plus sur ce fameux plan dans le prochain chapitre. A part ça, l'attaque de Satoru m'a surpris. Qu'est-ce que c'est que cet insecte rocher qui sort de nulle part? Ça m'étonnerait que ça soit un pouvoir du stand, mais alors pourquoi utiliser ça? Il est possible qu'il cherche à ce que Josuke poursuive cet insecte, afin de pouvoir déclencher la calamité. Peut-être aussi que, suivant ma théorie, il s'agisse du stand de Satoru, même si je vous l'avoue, cela ferait peu de sens, étant donné que son nom rappelle celui de Doremi Fasolatido, comme si les hommes rochers de type animaux avaient des noms à consonance musicale. Ou alors peut-être que le stand de Satoru serait de donner vie à des animaux rochers. C'est extrêmement gros, je vous l'accorde, mais bon sang que ça serait stylé. Et par rapport à cette confrontation, le cliffhanger est assez intéressant, avec un Satoru dans une situation délicate et un coup de pression de Josuke et Mamezuku. La tendance va-t-elle s'inverser? Sinon, il s'est aussi passé quelque chose que j'attendais depuis très longtemps dans ce chapitre. Joshu, bordel, juste Joshu. Je l'ai toujours dit que ce mec était incroyable. Mais il ne fait pas que sauver Yasuo, il a également le Rokakaka entre ses mains. Est-ce qu'il arrivera à faire face à Toru? Telle est la question. Mais on peut tout de même souligner cet énorme père, donc s'il vous plaît, arrêtez de descendre Joshu qui vient de prouver une fois de plus qu'il était le GOAT. D'ailleurs Toru, on ne sait pas trop où il part dans le chapitre. Yasuo remarquera à un moment que la présence derrière les buissons n'est plus là. Yasuo qui d'ailleurs va enfin sortir de cette situation qui n'a que trop duré dans le prochain chapitre. Enfin. Mais alors, où est parti Toru? Deux options. Soit à l'arrière-porte du garage pour récupérer le Rokakaka et se confronter à Joshu, soit directement au labo, car quelque chose cloche. J'espère vraiment que ça sera la première option. J'adore ce récit enchâssé / double plan qu'on suit depuis une dizaine de chapitres dans Jojo Lion. La narration est vraiment efficace, intense, et ça alimente le mystère. Ça serait absolument exceptionnel d'avoir comme fin un combat sur deux plans. Mamezuku et Josuke combattant le stand de labo, et Yasuo et la famille Higashikata combattant le manieur à la maison.
Une première pour Jojo, j'ai hâte de voir ça. Et bien voilà, ça y est, j'ai fait le tour. C'était extrêmement dur à écrire comme review, le chapitre étant flou sur bien des points, vous l'avez vu. Mais bordel, j'ai kiffé. La commu est véritablement en ébullition à chaque chapitre, et j'adore cette ambiance. Ce chapitre nous pose plein de questions qui, je le sens, auront vite une réponse étant donné la vitesse à laquelle progresse le récit, et j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer. Mais même si j'ai adoré et que je trouve que pour l'instant Jojo Lion est presque un sans faute, j'aimerais quand même un développement pour Toru, il le mérite vraiment. Sinon, je garde souvent le côté artistique pour mes revues de tomes, ces revues mensuelles étant plus axées sur l'avancée de l'histoire au jour le jour, mais je trouve vraiment les dessins des chapitres récents sublimes. On a de nouvelles idées de gros plans sur les persos, un découpage exceptionnel et un style graphique affirmé pour une partie qui arrive sur sa fin, là où généralement le style est le plus beau, donc GG Araki pour cette qualité assez exceptionnelle. Le chapitre 100 approche à grands pas, et je sens qu'il va se passer des choses incroyables. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre ainsi que de la review en commentaire, à me faire part de vos théories et démonter les miennes, c'est toujours avec un plaisir certain que je vous lis. Sur ce, portez-vous bien, abonnez-vous pour suivre ces reviews de manière mensuelle, et d'ici là, je vous donne rendez-vous dans un mois pour la review du chapitre 99 qui s'annonce exceptionnelle. Jojo, c'est la vie. Ouais.